La démocratie athénienne. Bonjour à tous. À partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, la cité grecque d'Athènes met en place progressivement une toute nouvelle organisation politique, la démocratie. Le nom vient de deux mots grecs, démos, qui signifie le peuple, et kratos, le pouvoir. En clair, un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Un siècle plus tard, quand Périclès dirige la cité, la démocratie athénienne est à son apogée. Ses institutions garantissent l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Encore un siècle après, c'en est pourtant terminé de cette expérience politique. Mais la démocratie athénienne devient un modèle par la suite qui inspire encore largement nos démocraties actuelles. Comment les citoyens athéniens font-ils vivre la démocratie à son âge d'or, qu'on appelle aussi le siècle de Périclès ? La naissance de la démocratie à Athènes s'explique par trois évolutions successives qui touchent la cité à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Une crise économique d'abord, qui appauvrit de nombreux Athéniens, faisant augmenter fortement le nombre d'esclaves pour dette. Une transformation sociale, liée à l'apparition de la monnaie et au développement du commerce. Ce processus entraîne l'enrichissement d'une partie de la population, laquelle apprécie de moins en moins d'être dirigée par les nobles, ceux que l'on appelle les eupatrides, c'est-à-dire les bien-nés. Des évolutions militaires enfin, car ces enrichis peuvent désormais acquérir l'équipement militaire des hoplites, ces combattants à pied, casqués, équipés de lances et boucliers. Donc ils sont de plus en plus nombreux à pouvoir défendre la cité. Or, la justification majeure de la domination politique des nobles était justement leur rôle militaire. En bref, des tensions multiples et une pression d'une partie des Athéniens pour gouverner. Pour résoudre ces crises, des législateurs font évoluer le fonctionnement de la cité. Alors le premier d'entre eux, Dracon, introduit en 621 avant Jésus-Christ un code de loi écrite et identique pour tous, quelle que soit la classe sociale. C'est l'isonomie, l'égalité de tous devant la loi. Ces lois sont très strictes et les peines terribles. On disait d'ailleurs que Dracon avait écrit son code avec du sang. La peine de mort est quasi systématique, même pour un simple vol de légumes. C'est d'ailleurs l'origine de l'adjectif draconien. Le second législateur est Solon. Il devient magistrat, on dit alors archonte, en 594 avant Jésus-Christ. Il décide lui aussi un certain nombre de lois. La suppression de l'esclavage pour dette, la création d'un tribunal populaire, l'ailier, pour que les citoyens jugent les citoyens, et la convocation plus fréquente de l'assemblée des citoyens que l'on appelle l'ecclésia. Mais celui à qui on attribue le plus souvent la démocratie athénienne est Clystène, un aristocrate athénien qui arrive au pouvoir en 508 avant Jésus-Christ. Il permet aux citoyens de participer aux décisions politiques, et il installe aussi des règles, comme le tirage au sort pour désigner certaines fonctions. En clair, il met en place la démocratie athénienne. Alors justement, comment fonctionne ce régime politique ? Assez simplement finalement. L'ecclésia, l'assemblée des citoyens qui se réunit sur la colline de l'Apnyx, est toute puissante. Elle vote les lois, elle décide de la paix et de la guerre. Elle peut décider aussi l'ostracisme, c'est-à-dire la procédure qui consiste à exiler pour 10 ans un citoyen jugé dangereux. Et vu l'espérance de vie de l'époque, 10 ans, c'est quasiment une condamnation à mort. La boulée, ou le Conseil des 500, prépare les lois présentées à l'Ecclésia. L'ailier, ou le tribunal populaire de 6000 membres, rend la justice. Enfin, les magistrats font appliquer les lois. Certains sont tirés au sort, c'est-à-dire qu'on laisse les dieux décider. D'autres sont nommés comme les archontes éponymes, ceux qui donnent leur nom à l'année. C'est quand même très classe comme fonction. Les magistrats les plus importants sont élus, comme les 10 stratèges qui commandent les armées. Alors les Athéniens, pas fous, ont une confiance un peu limitée dans leurs dieux, pour les magistratures les plus sensibles. Il ne faudrait pas que les dieux grecs, qui sont souvent très joueurs avec les mortels, s'amusent à désigner un incapable total à la tête des armées athéniennes. Ces magistrats sont élus pour un an renouvelable et doivent rendre des comptes de leur action devant la boulée à la fin de leur mandat. Périclès a été réélu stratège 15 fois. Et s'il n'a pas été réélu 16 fois, c'est qu'il est mort avant. Ça donne une idée de sa popularité et des qualités qu'on lui prêtait. Dans la démocratie athénienne, tout est prévu pour permettre l'action politique des citoyens. L'historien grec Thucydide prête ces mots à Périclès. Notre constitution est appelée démocratie parce que notre pouvoir est entre les mains non d'une minorité, mais du plus grand nombre. Chacun peut prendre la parole à l'Assemblée, proposer une loi, et elle est votée par tous. Une fois votées, les lois sont gravées sur des pierres ou des panneaux de bois et affichées sur l'agora, la place publique, pour être vues et connues par tout le monde.
Tous les citoyens participent à l'assemblée et peuvent être amenés à faire partie de la boulée ou de l'ailier. Un Athénien peut donc être une année juge, l'année suivante magistrat, pour redevenir par la suite simple citoyen. Enfin, sous Périclès, une rétribution financière, que l'on appelle le mistos, est donnée aux citoyens les plus pauvres afin de les aider à participer à la vie politique. Bon, alors la condition, c'est de ne pas être en retard à l'assemblée. Parce que les archers, qui faisaient la police à Athènes, rabattaient les derniers citoyens à l'aide d'une corde, recouverte de peinture rouge, et quand les débats à l'Assemblée commençaient, la corde était levée, obligeant les retardataires à l'enjamber, ce qui marquait de rouge leurs vêtements, avec comme sanction de ne pas recevoir le mistos, justement. C'est que les Athéniens sont très inventifs pour faire fonctionner la démocratie. On utilise ainsi des horloges à eau, que l'on appelle des clepsydres, oui, comme à Fort Boyard, des jetons de vote, et des machines à voter de toutes sortes. Présentée ainsi, on comprend ce que cette démocratie athénienne peut avoir d'extraordinaire. Mais était-elle si parfaite ? En fait, non. Le premier problème de la démocratie athénienne, c'est qu'elle ne concerne d'abord que peu de citoyens. 40 000 environ sur 340 000 habitants de la cité d'Athènes. Pourquoi si peu ? Parce qu'il y a de très nombreux exclus de la citoyenneté. Alors il faut déjà retirer du total les esclaves, c'est-à-dire la moitié de la population, ces objets animés, comme les appelait Aristote, et qui font pourtant vivre la cité. Alors les esclaves, c'est facile, ils n'ont aucun droit, ils sont la propriété d'un maître. Pour vous situer un peu, une loi existe pour interdire de frapper un esclave dans la rue, non pas parce que ce serait de la violence, mais tout simplement pour ne pas endommager la propriété de quelqu'un d'autre. Alors on exclut aussi de la citoyenneté les étrangers qui vivent à Athènes, que l'on appelle des métèques. Ils n'ont pas de rôle politique et c'est pas très grave pour eux puisqu'ils sont souvent citoyens de leur cité d'origine. Ensuite, les enfants, logiquement, ne sont pas citoyens et on exclut surtout les femmes. Alors les femmes, ce sont des éternelles mineures dans le monde grec. Elles passent de l'autorité de leur père à celui de leur mari. Elles n'ont quasiment aucun droit. Mais depuis Périclès, les filles de citoyens transmettent la citoyenneté. Et c'est d'ailleurs le second problème de la démocratie athénienne. C'est compliqué d'être citoyen. Il faut être né fils de citoyen, avec une mère elle-même fille de citoyen. L'enfant doit être bien sûr accepté par ses proches, inscrit dans son espace civique que l'on appelle le dème. À 18 ans, il doit faire l'éphébie, c'est-à-dire le service militaire de 2 ans. On va le former à se battre et à défendre la cité. Et c'est seulement après l'éphébie que le jeune Athénien devient citoyen. Un vrai parcours du combattant, quoi. Et donc les citoyens athéniens sont peu nombreux. En plus, ce sont toujours un peu les mêmes qui participent à la vie politique. Comme on l'a vu, être citoyen n'est pas lié à la fortune, mais à la naissance. Il existe donc des citoyens pauvres, comme les petits paysans de l'Attique, c'est-à-dire la région d'Athènes, qui sont occupés dans les champs. Les citadins sont plus représentés à l'Assemblée. D'ailleurs, la colline de l'Apnix, qui accueille l'Ecclésia, l'Assemblée des citoyens, n'est de toute manière pas assez grande pour tous les accueillir. On a estimé sa capacité à environ 5000 personnes sur les 40 000 citoyens théoriques. Par ailleurs, la disponibilité pour les fonctions politiques est souvent liée à la fortune, car le mistos est trop faible pour les charges politiques. Il ne justifie aucunement la perte d'une journée de travail. Et ce privilège des plus riches se voit aussi pour les fonctions électives, comme celle de stratège. Ben oui, pour être élu, il faut maîtriser l'art de la parole, l'éloquence que l'on acquiert par l'éducation, payante à l'époque, donc réservée aux plus riches. Et quand vous parlez bien, c'est pratique à l'Assemblée, parce que vous pouvez l'orienter dans le sens que vous voulez. De grands orateurs captivent le peuple et peuvent le faire agir dans leur sens. C'est ce que l'on appelle la démagogie, un danger qui est vite décelé pour la démocratie athénienne. Même les instruments démocratiques peuvent être utilisés politiquement. L'ostracisme, l'exil des citoyens, institué pour protéger la démocratie, sert de plus en plus d'armes pour se débarrasser d'opposants politiques. Les archéologues d'ailleurs ont découvert que les ostracas, ces morceaux de céramique sur lesquels on marquait le nom de la personne qu'on souhaitait exiler, étaient parfois réalisés en masse et distribués à une clientèle avant le vote. Alors la procédure n'épargne personne. Thémistocle, le vainqueur des Perses à Salamine, ostracisé. Son opposant, Aristide, celui que tous appelaient le juste, ostracisé aussi. Enfin, le dernier problème est celui des valeurs démocratiques. Athènes, qui s'est constitué un empire maritime, exploite, pendant le siècle de Périclès, d'autres cités tombées sous sa domination. Et c'est tout le paradoxe d'une démocratie qui veut assurer l'égalité des citoyens devant la loi, mais qui impose surtout la sienne à ses alliés. Alors, après la défaite athénienne face à Sparte, lors de la guerre du Péloponnèse, la démocratie vivote. Elle est régulièrement remplacée par des oligarchies. Mais sa disparition définitive intervient lors de la défaite athénienne face aux troupes d'Alexandre le Grand à Chéronée, en 328 avant Jésus-Christ.
Ce modèle athénien suscite le plus grand intérêt à partir du XVIIIe siècle. On considère alors que ce régime politique n'est pas seulement anecdotique ou réservé à une petite cité, mais pourrait finalement être généralisé. Les formes et les contours de cette démocratie restant cependant à définir. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.